Sans papier, sans papier. Merci. C'est une première mondiale, puisque des débats télévisés sur matelas, je pense que ça n'a jamais été fait. Donc on vit quelque chose d'historique. Et au mois d'avril, quand le mouvement de grande ampleur de grève s'est mis en place, puis l'occupation de la Bourse du Travail, on s'est dit il se passe quelque chose de vraiment nouveau. Il y a une nouvelle étape dans les luttes, et c'est important aussi que ces luttes soient relayées. Donc ce débat, il a été organisé avec les occupants de la Bourse du Travail, avec les délégués de la coordination 75, pour faire le point ensemble et avoir un vrai dialogue sur quelle est notre situation, de tous ceux qui luttent, quelle est la situation des sans-papiers aujourd'hui, et d'envisager ensemble un dialogue autour de quelles perspectives vont avoir ces luttes formidables qu'il y a aujourd'hui. Quels sont les enjeux de ces luttes? Donc merci à tous, et je passe la parole. Alors il faut que je précise tout de suite que si le GISTI est effectivement mêlé comme soutien aux différentes luttes des sans-papiers depuis 35 ans à peu près, moi je ne suis pas expert de l'histoire de ces luttes et que je vais répondre comme ça de mémoire. Le grand événement, le grand tournant de l'histoire de la politique migratoire, c'est le début des années 70. Avant le début des années 70, c'est la liberté de circulation de fait, même si ce n'est pas une philosophie défendue par les politiques, hein. Mais c'est une période, c'est presque, je dirais, la fin des lendemains de la Deuxième Guerre mondiale en termes de modernisation et de reconstruction des pays qui, comme la France, ont été mêlés à la guerre et ont donc été beaucoup détruits. Et qui dit reconstruction, qui dit modernisation, dit besoin de main-d'œuvre. Et j'ai pas besoin de vous faire un dessin, on est presque, enfin, il y a des facteurs communs avec aujourd'hui, avec l'immigration choisie à la Sarkozy. J'ai pas besoin de vous faire un dessin pour que vous compreniez que, évidemment, on va faire appel aux immigrés. Il y a en particulier beaucoup de bâtiments qui ont été détruits. Et l'autre grand employeur d'immigrés, ça va être petit à petit l'industrie automobile qui devient une grande consommatrice de main-d'œuvre. Et c'est une époque où, d'une part, ça se termine à la fin des années 60, d'une part, on fait venir des étrangers pour travailler, et même on implante des bureaux de l'Office national d'immigration, l'ONI à l'époque, dans des pays comme l'Algérie, le Maroc et d'autres, pour recruter sur place. Parce qu'il n'y a pas assez d'immigrés qui viennent spontanément. Et pourtant il en vient spontanément, et par ailleurs ceux qui viennent spontanément, à partir du moment où ils peuvent montrer qu'ils ont une vague promesse d'embauche, on leur donne tout de suite, ils sortent de la préfecture avec une carte de séjour. Et je disais tout à l'heure avant le débat, je citais un chiffre, ce qui m'avait frappé à la lecture d'un bouquin de Patrick Veil. En 1968, 84% des étrangers en situation irrégulière qui vont dans une préfecture avec une promesse d'embauche sont régularisés immédiatement et sortent avec une carte de séjour de salarié. Voilà, c'était le bon temps. C'était pas le bon temps d'ailleurs, ça paraît être le bon temps, mais c'est aussi, jusqu'à la fin des années 60, la surexploitation la plus absolue. C'est-à-dire que, quand je disais qu'il y a des bureaux de recrutement dans les pays d'origine, ceux de l'ONU,
ils ne recrutent pas n'importe qui. Il y a des critères de recrutement. Et par exemple, on va éviter, dans un certain nombre de pays, les urbains, de peur qu'ils soient organisés, qu'ils soient syndiqués, qu'ils aient des mauvaises idées. Et on va plutôt chercher des ruraux, en se disant, ils seront tombés ici, bon voilà, on pourra les exploiter tranquillement. C'est aussi l'époque des bidonvilles. Les étrangers sont parqués, en particulier dans la région parisienne, sous des tôles, des cartons, etc., avec pas de tout à l'égout, pas d'eau courante, etc., d'immenses bidonvilles. Bon. Et d'ailleurs, les premières luttes seront des luttes de logement. Je crois que la première lutte à laquelle a participé le GISTI, appelé comme expert par les immigrés, c'est des luttes de foyer. Et le foyer est déjà un progrès par rapport aux bidonvilles. Il faut dire que pendant la période des bidonvilles, c'est pendant jusqu'au début des années 60, c'est aussi la période de décolonisation. Et que les immigrés sont plus engagés pour l'indépendance de leur pays que prêts à se battre sur leur propre situation en France. Et du coup, ils laissent tomber ça, et il faudra les indépendances et puis la lassitude d'être traités comme des bêtes pour que les bagarres se lancent. Et voilà un peu ce que j'ai envie de... Je crois qu'à grands traits, c'est ce qu'il faut rappeler. Après, quand même, les idées du gouvernement français, à partir du moment où le chômage commence à monter, à partir du moment où la croissance dite des 30 glorieuses, c'est-à-dire les 30 premières années de l'après-guerre, décline, et se conjugue avec ce qu'on a appelé le premier choc pétrolier, hein, la première montée des prix du pétrole. À ce moment-là, les autorités françaises, suivies d'ailleurs très vite par d'autres pays européens, disent que c'est la fermeture des frontières à toute nouvelle immigration de main-d'œuvre et vont en profiter pour essayer même de mettre dehors des étrangers qui avaient longuement travaillé dans des conditions épouvantables en France. Et un secrétaire d'État qui s'appelle Lionel Stoléru s'était proposé de payer des étrangers, c'était la première aide au retour, hein, qu'on appelle maintenant retour volontaire, j'adore ça. Il débloquait, je ne sais plus combien, enfin je crois que c'était 1 million de francs de l'époque pour subventionner des étrangers qui y retourneraient. Et l'ambition c'était de faire retourner, non, c'est 1 million d'étrangers. D'anciens francs. D'anciens, oui, bien sûr. 10 000 francs. 10 000 francs. 1500 euros. C'était les 10 000 francs, c'était l'euro, on les appelait comme ça. Ouais. 1500 euros. Et l'ambition c'était de faire repartir 1 million d'étrangers. Hein. Ils ne sont pas repartis d'ailleurs du tout. Il y en a très peu qui sont partis, on connaît le chiffre, c'est ridicule, hein, comme aujourd'hui d'ailleurs. Et puis après, il y a eu des tentatives, je ne sais pas s'il faut que je rentre dans le détail, mais on a essayé de porter un coup à l'immigration familiale. C'est un peu là que le GISTI est entré dans l'histoire du droit, quoi, parce que avec la CGT et la CFDT, ce qui est très intéressant, il y a eu un premier recours devant le Conseil d'État qui a annulé une disposition qui interdisait le droit au travail aux membres de famille des travailleurs, des immigrés, pour essayer d'empêcher les étrangers de faire venir leur famille, et en se disant que comme ça, ils repartiraient d'eux-mêmes puisque leur famille restait au pays. C'est du machiavélisme pur et dur, et je crois que c'est facile de faire le joint avec la situation d'aujourd'hui, hein, où on est toujours dans la fermeture des frontières, mais on va de nouveau choisir les étrangers dont on a besoin, et puis les autres les laisser sans papier ou les expulser. Voilà. Merci Jean-Pierre. On était sur la longue durée, si on veut, depuis 68 à aujourd'hui. Et là, je prendrais plutôt depuis 88 à aujourd'hui, ou si on veut, depuis 86 à aujourd'hui.
Vraiment, je parle de mémoire et excusez-moi pour les approximations et les erreurs, mais 86, on a les lois Pasqua. À ce moment-là, première loi Pasqua, on a apparition de exactement l'idée d'aujourd'hui qui n'a pas changé, c'est qu'il faut durcir les procédures, les lois sur l'étranger. Il faut, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est pas de cette époque-là que datent les charters ou bien c'est la deuxième époque de Pasqua. Deuxième époque de Pasqua. Enfin, grosso modo, Pasqua va rester dans la même inspiration qui est celle d'Hortefeux aujourd'hui, hein, qui est une continuité directe. Et dès 86, il pose les premiers jalons de ça. On a en 86-87, donc il est au pouvoir, on a des élections en 88, hein, si ma mémoire est bonne, et on a un succès important de François Mitterrand à l'époque pour sa deuxième réélection, mais rappelons qu'il avait perdu, il avait été élu en 81, il perd les élections en 86. Chirac prend la majorité à l'Assemblée très fortement. À ce moment-là, Chirac et Pasqua profitent pour installer des politiques anti-étrangères. En 88, la réaction populaire, on va dire, électorale en tout cas, c'est on balaye la droite aux élections présidentielles de 88 et on a un succès beaucoup plus fort, Mitterrand a un succès beaucoup plus fort en 88 qu'il n'avait eu en 81. Et franchement, l'examen des choses, c'était évident, c'est comme ça que je le ressentais à l'époque en tout cas, c'était évident que c'était un résultat direct des lois Pasqua qui avait provoqué une réaction de la gauche. Qui ne voulait pas, des électeurs antiracistes, on va dire, qui ne voulaient pas d'une politique xénophobe. Et donc on arrive en cette situation, je suis où? Je suis en 88, élection de Mitterrand. Il se trouve que bon, les détails vont m'échapper un petit peu, mais on a une deuxième époque Pasqua qui va commencer en 93. 93, durcissement, alors là c'est là où il y a les charters, etc., c'est bien le cinéma. Et c'est le slogan alors qui est très différent de celui d'aujourd'hui et de celui d'avant, c'est immigration zéro. Hein. C'est ça l'objectif c'est non seulement plus d'immigration de travail, mais plus d'immigration du tout. Dit Pasqua, ce qui est complètement idiot, mais voilà, c'est quand même un tournant aussi philosophique. Et donc on a ce qui était déjà posé quand même dans les lois Giscard de 74-75, dans cette histoire d'immigration zéro. Non, personne à ce moment-là, avant 93, ne dit immigration zéro. Ce qu'on essaie de Giscard, lui aussi essaie de porter un coup au travail et à la famille. Et il ne réussit pas à cause des batailles juridiques. Des judiciaires. Et oui. Et alors là, j'étais où en 93, donc la droite reprend les pouvoirs, hein, parce que la gauche, mis à part le fait qu'elle avait été assez populaire pour être... enfin, plutôt que la droite avait été assez impopulaire avec ses politiques xénophobes, donc reprend les pouvoirs en 88, et puis finalement, de fil en aiguille, en 93, le repère. C'est le gouvernement Balladur, à l'époque, si ma mémoire est bonne, avec le même Pasqua au ministère de l'Intérieur, et la même politique xénophobe durcie, donc, comme je disais à l'instant, immigration zéro, charter, etc. On arrive en 95. 95, alors là je suis un peu perdu, mais c'est M. Jospin qui va affronter M. Chirac aux élections présidentielles. 97, ah pardon, alors pourquoi est-ce que je suis en 95? 95, parce que vous êtes le plus mauvais historien de la région. Tout le monde est au courant, de toute façon, non, vraiment, je ne sais pas pourquoi j'avais 95 dans la tête, là, qu'est-ce que c'est pas ça, 95? Bon, voilà. 97. Non, 97, c'est le moment intéressant, effectivement. Non, mais en 95, il y a quoi comme élection? Présidentielle. Oui. Ah, voilà. Et c'est bien M. Jospin qui représente la gauche contre M. Chirac et qui perd. Non, c'est après 97, justement. Et justement, en résultat. Alors 95, c'est quoi? Ah, ils perdent aux législatives. Non, attendez, je suis perdu. Si, j'ai raison. Non, en 95, c'est les élections présidentielles entre Chirac et Jospin. Non, c'est pas possible parce que Jospin disparaît quand il perd les élections présidentielles. Et justement, à la suite du mouvement des sans-papiers. Je ne sais pas ce qui se passe en 95, mais en tout cas en 97, Jospin devient Premier ministre. Mais c'est après la dissolution. C'est après la dissolution. C'est après la dissolution de Juppé. Mais avant les dissolutions, il y a les élections présidentielles en 95. D'accord, mais là, il n'y a pas Jospin. Non. C'est Mitterrand qui meurt. C'est la première. Mais qui est candidat de la gauche alors en 95? Je suis tellement été marqué que j'ai oublié. C'est Jospin. Il a raison. C'est Jospin, t'as raison. Si, c'est Jospin, t'as raison. Alors franchement,
franchement, désolé pour le flow artistique, j'aurais dû préparer une conférence, bien sûr, ça aurait été beaucoup plus sérieux. Ce que je veux dire, c'est que non, pourquoi est-ce que je disais ça, c'est en fait parce que je l'ai un peu préparé et que je suis tombé sur cet événement de 96. Maintenant, on arrive à l'été 96. Et à l'été 96, comme tout le monde le sait ici bien sûr, a lieu l'occupation de Saint-Bernard, d'abord l'église Saint-Ambroise, rue Pajol, Saint-Bernard, la grève de la faim à Saint-Bernard, l'énorme mobilisation autour de ça, surtout après l'expulsion de l'église, commencée par la droite, de près au ministère de l'Intérieur. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se trouve que pendant l'été, pendant le même mois d'août, où les sans-papiers occupaient l'église Saint-Bernard, le Parti Socialiste, lui, faisait ce qu'on appelle son université d'été. Et à ce moment-là, il réfléchit au Parti Socialiste sur les élections de 95. Et ils ont un rapport qui avait été édité aux presses de Sciences Po, sciences politiques, un rapport très très chic, et qui étudiait, qui analysait que Jospin avait pris 28% des voix de Le Pen au deuxième tour en 95. Et à ce moment-là, au Parti Socialiste, ils se disent, bah, ce qu'il faudrait, c'est en prendre plus. Le problème qu'on a, c'est que la seule façon de gagner au deuxième tour, c'est très serré au deuxième tour, et la seule façon de gagner au deuxième tour, c'est de prendre plus de voix de Le Pen que les 28% qu'on a eu en 95. À ce moment-là, il faut une analyse que j'avais critiquée il y a longtemps, parce qu'ils n'avaient pas bien lu le rapport des presses de Sciences Po, qui rappelait qu'en 88, quand Mitterrand avait gagné les élections, lui, eh bien, il n'avait eu que 16% des voix de Le Pen, et au deuxième tour. Et quand, en 95, Jospin avait perdu, il avait eu 28% des voix de Le Pen au deuxième tour. Et ce que je veux dire, c'est quoi? Le Parti Socialiste, à ce moment-là, analyse qu'il faut une politique xénophobe, précisément au moment où la question des sans-papiers est en train de se poser à Saint-Bernard. Le Parti Socialiste va être élu en 97, juste après. Et franchement, de la même façon que Mitterrand va gagner en 88 brillamment, moi je dis, si en 97 Jospin a gagné, c'était précisément en réaction, voilà, l'épisode de Saint-Bernard, quand M. Debré avait cassé la porte de l'église, et bien c'est dans l'élan de ce mouvement des sans-papiers, de protestation contre une politique xénophobe, que le Parti Socialiste gagne l'élection. D'ailleurs, il fait campagne sur ce thème-là, et il gagne facilement. Et par contre, surprise et mauvaise surprise, une fois qu'il a gagné, il ne tient pas sa promesse électorale. À ce moment-là, Jospin va dire « Ah bah oui, mais ça, c'était pas une promesse qui comptait, ça, c'était... aucun électeur n'était vraiment engagé là-dessus, les autres, c'était les 35 heures qui comptaient, mais ça, c'était vraiment... on le disait seulement par générosité. » Et alors, ils étaient généreux pendant la campagne électorale, puis ils étaient plus généreux après. Et ils étaient ni généreux ni honnêtes envers leurs électeurs. Et après, ils violent leur engagement électoral et ils procèdent, alors c'est M. Chevènement, on a vu le truc, à une mascarade de on appelle tout le monde à venir déposer ses dossiers, on en régularise qu'une partie, on dit qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, etc. Et à ce moment-là, moi vraiment je dis dans cette histoire-là, il y a des responsabilités très très lourdes de la gauche en général, du Parti Socialiste en particulier, et de Lionel Jospin en particulier au milieu de tout ça. Bien sûr, pas tout seul, excusez-moi, le pauvre garçon, pour avoir trahi la vocation antiraciste de la gauche. Et ce jour-là, ils font une analyse très tordue, comme quoi il faut reprendre des voix à l'extrême droite pour gagner les présidentielles de 2002. Et c'est là où je voulais en venir, juste pour rigoler, que les gens se sont peut-être rendus compte qu'à force de se moquer du monde, la gauche au pouvoir n'a même pas passé la barrière du premier tour. À force de promouvoir les idées d'extrême droite, d'accepter de ne pas combattre les idées d'extrême droite, de ne pas avoir une politique antiraciste cohérente, eh bien carrément, ils n'ont même pas passé la barrière du deuxième tour et c'est l'extrême droite qui est passée à sa place. Le vote s'est dispersé à la gauche au deuxième tour autant que possible, et les abstentionnistes n'en parlent plus, et plus personne n'avait envie de voter pour cette espèce d'hypocrite de Jospin, et point, il a perdu, il est parti, et là aujourd'hui, effectivement, il a disparu de cette politique, pour le coup. Espérons. Parce que ce niveau de malversation, c'est extraordinaire. Et l'analyse qu'ils osaient faire à l'université d'été, pendant qu'il y avait Saint-Bernard, et qu'ils ne regardaient pas Saint-Bernard, et qu'il n'y avait pas un socialiste à Saint-Bernard, et qui réfléchissaient à comment occuper les voix de Le Pen pendant ce temps-là,
Eh bien ça, c'est la trahison. Alors vraiment, dans la gauche, il y a eu des épisodes de trahison très célèbres. La gauche a voté les pleins pouvoirs de Rachel Pétain. C'est le Parlement de Front Populaire qui a voté les pleins pouvoirs de Rachel Pétain. Eh bien, c'est un autre épisode scandaleux dans l'histoire de France. C'est quand la gauche de 97 n'a pas respecté Saint-Bernard. Et ce au quoi on travaille aujourd'hui, c'est qu'il faut revenir en arrière de cette erreur historique. Il faut de nouveau construire une gauche antiraciste. Et pour ça, il y a absolument besoin d'un mouvement des sans-papiers. C'est pourquoi, si ce gauche, je passe la parole. La coordination 75 des sans-papiers, c'est un mouvement des sans-papiers à Paris qui est né juste après Saint-Bernard. Les prédécesseurs viennent d'expliquer comment le mouvement des sans-papiers a débuté avant même que la création des collectifs. Mais nous, ce mouvement existe juste après Saint-Bernard en 1996. Et nous, les délégués de la coordination qui est présente ici, la plupart a commencé à se battre dans ce mouvement dans les années 2001. Donc ça fait 8 à 9 ans que nous sommes sur le terrain du combat pour la régularisation des sans-papiers. Donc nous, on a vu ce qui s'est passé cet été et plus l'hiver, que la CGT et Droits devant ont inventé une nouvelle méthode de lutte des sans-papiers qui est demander, mettre la pression sur le patronat et les entreprises, le gouvernement pour régulariser les travailleurs sans-papiers. Et au soir du 15 avril, nous avons appris que la CGT et Droits devant ont occupé plusieurs entreprises. Nous étions le premier mouvement à s'organiser et aller dès le 15 avril soutenir tous ces piquets de grève. On a tout de suite pris contact avec les responsables de ces actions en leur expliquant que nous sommes un mouvement qui existe depuis Saint-Bernard, ça fait 12 ans que nous existons. Donc ce genre de mouvement, on ne peut pas être à l'écart, étant donné que nous sommes à Paris et que nous sommes âgés organisés depuis 12 ans. Donc nous aimerions participer à ce mouvement-là. Mais nous, on a des difficultés puisque nous sommes des travailleurs sans papier isolés. Ça c'est bien qu'aujourd'hui c'est le mot isolé qui a mis tout le monde d'accord. Syndicats, associations et coordination 75 des sans-papiers. Au départ, notre démarche a été mal comprise par beaucoup de gens, mais c'était un peu un sentiment de trahison que les responsables des sans-papiers et les sans-papiers en général avaient à l'égard de certains responsables de la CGT lorsqu'on est allé vers eux le 15 avril et expliqué notre isolement. On n'a pas été compris. Mais aujourd'hui, ça c'est que, entre guillemets, tout ça a été compris. Et d'ailleurs, nous avons mis en place une commission aujourd'hui qui travaille dans le sens d'obtenir quelque chose pour la régularisation de nos camarades qui sont ici. Donc, au soir du 17 avril, les réunions que nous avons tenues avec les syndicats et les associations, et après, on a tenu plusieurs réunions, et le but de venir ici, parce que nous, on était un peu dans l'incertitude, puisque les organisations qui ont inventé ces nouvelles luttes, ils ne nous tendaient pas les bras, et nous avons tendu nos bras vers eux plus de 5 fois. Donc on s'était dit, si on restait comme ça, on va rester comment dire, à l'écart de ces régularisations. Ce n'est pas normal pour un mouvement qui existe depuis 12 ans. Donc toute régularisation aujourd'hui en France, que ce soit dans le cadre du travail, dans le cadre de la famille, sur tous les critères de loi, la coordination 75 des sans-papiers ne devrait pas être à l'écart. Donc on s'était dit, il est temps de s'organiser, on ne peut pas rester comme ça sans rien faire. Et la meilleure façon c'est quoi? Nous, lorsqu'on a été à la préfecture le 30 avril, nous avons voulu déposer 1 millier de dossiers de travailleurs sans papier isolés de cette coordination. On a tapé à tous les portes du foyer. Les anciens qui sont déçus, qui sont partis, qui n'ont pas été régularisés, on a pris contact avec eux. On leur a dit qu'il y a une possibilité avec les syndicats et les associations d'obtenir la régularisation dans le cadre du travail. Donc venez, nous allons nous réorganiser et puis aller à la préfecture le 30 avril, déposer le dossier des sans-papiers isolés. Parce qu'on a senti que nous sommes dans un pays d'égalité. La France est un pays d'égalité, donc il n'y a pas de raison qu'on régularise aujourd'hui les gens qui travaillent à la JAD parce que Sarkozy va manger là-bas. Nous qui travaillons dans des sentiers difficiles, comme le Stade de France que les sans-papiers ont construit, et beaucoup de bâtiments
à Paris. Nous, on a remarqué à la préfecture, les gens qui sont soutenus par la CGT sont régularisés à 2 années de présence, un seul mois de présence dans l'entreprise. Alors qu'il y a des sans-papiers de cette coordination qui travaillent depuis 15 ans. Ils ont 15 années de fiches de paie derrière eux, ils paient des impôts. On s'était dit, mais il faut agir. On ne peut pas rester comme ça. Ça, c'est de l'inégalité totale. Toutes les régularisations qu'on a vues, de 80 jusqu'à maintenant, en passant par 97, toutes les régularisations, c'est l'arbitraire. Hein, parce qu'il dit que 7 ans de présence, et vous serez régularisé, c'est l'arbitraire aussi. Pourquoi pas 1 an? Pourquoi pas 6 mois? Pourquoi pas tout ce qui se présente à la préfecture? Pour nous, c'est de l'arbitraire. Mais le pire, c'est cette année. Le pire des régularisations dans le cadre de l'arbitraire, c'est cette année. On a remarqué des gens qui ont des années de cotisation derrière eux, mais puisque eux, ils ont eu le malchance de tomber sur des patrons où il n'y a pas de représentation syndicale. Parce que tous les boîtes de travailleurs sans papier où il n'y a pas 10 salariés, donc c'est considéré comme il n'y a pas de représentation syndicale. Donc nous, on est un mouvement de sans-papiers. On n'a pas la compétence de dire aux sans-papiers, allez-y faire la grève dans vos entreprises. Alors que nous sommes 1 ou 2 à travailler dans nos boîtes. On a expliqué ça aux associations et à la CGT, mais cela a été mal compris. Ils nous ont dit, organisez-vous, faites vous-même vos piquets de grève. Mais écoutez, nous on ne peut pas mobiliser 1300 personnes à occuper une boîte où il n'y a que 2 salariés. Donc c'est exposer les sans-papiers. Ils vont tous se retrouver au centre de rétention. On a réfléchi ensemble. Nous, on a pris la décision, avec les délégués de la coordination, de venir à la bourse ici. Suite aussi à la réponse que nous avons eue à la préfecture le 30 avril. Lorsqu'on s'est présenté, l'agent, le sous-directeur de l'administration des étrangers, c'est pas n'importe qui, hein. Il nous répond en disant que Sissoko, nous, on ne reçoit pas des dossiers groupés de la coordination. Ben, j'ai dit, mais écoutez, vous avez reçu les dossiers groupés de la CGT et droit devant, pourquoi pas la coordination? Il me répond que lui, il a reçu l'ordre du ministère de prendre le dossier groupé de la CGT et droit devant, mais pas pour la coordination 75. J'ai dit, mais écoutez, nous sommes dans un pays où tous les gouvernements, que ce soit de gauche ou de droite, luttent contre la discrimination. Là, c'est une discrimination là que vous êtes en train de dire. Refuser les dossiers groupés de la coordination et prendre pour ceux de la CGT et droit devant, pour moi, c'est une discrimination. Il n'y a pas de différence entre les travailleurs. Tout le monde travaille, tout le monde a des fiches de paie. Donc, si vous voulez régulariser des gens qui travaillent avec fiches de paie, vous prenez tout ou rien. Donc, c'est sur ce point-là, la dame, elle a été gênée, elle m'a envoyé vers les creux, c'est-à-dire les centres de réception des étrangers. Il m'a dit, Sissoko, c'est eux qui s'occupent de prendre les dossiers des travailleurs sans papier. Donc, il faut se présenter devant les centres de réception. Eux, c'est individuel, c'est pas groupé. J'ai dit, d'accord. J'ai téléphoné au centre de réception, ils m'ont répété la même chose. Bon, nous, j'ai fait part de cette commission aux responsables des 4 collectifs où nous avons tenu une réunion et c'est là où nous avons eu l'idée de venir ici. Puisque si la préfecture nous dit adressez-vous au ministère ou à la CGT, ben pour nous, ça c'est que pour tous ceux qui ne connaissent pas le mouvement des sans-papiers à Saint-Bernard, je l'ai dit tout à l'heure que la coordination 75 est née là-bas. Et c'est la CGT qui a hébergé la plupart de ces collectifs qui composent la coordination 75. Elle a travaillé avec cette coordination depuis plus de 12 ans. Elle a hébergé tous ces collectifs-là. Elle nous donne les salles de réunion 2 ou 3 fois par semaine, ici ou à 3 rues du Château d'Eau. Donc pour nous, il est plus facile de discuter avec la CGT que le ministère de l'Immigration. Donc c'est là que nous avons pris la décision de venir ici. Les gens qui nous disent que nous sommes trompés de cible et que la préfecture nous met en conflit, non. Moi ça fait 12 ans que je suis dans le mouvement. La préfecture ne m'a jamais dit, Sissoko, allez vers la CGT ou le ministère. Allez vers la CGT ou le ministère. C'est la première fois qu'on me dit ça, 12 ans de lutte. Donc ça veut dire que quelque chose s'est passé.
Et nous, c'est pour ça, nous avons pensé nécessaire de venir, c'est un voisin, un ami, chez nous. Parce que la CGT, nous, on ne le compte pas comme un ennemi. Mais la CGT, chez nous-mêmes, puisque nous sommes hébergés ici, nous sommes chez nous. On ne peut pas occuper sa maison. C'est pour ça que je disais aux responsables de la CGT, continuons à mettre cette commission en place, à travailler. Le moment venu, si la coordination 75 se sente aujourd'hui qu'il n'est plus nécessaire d'occuper cette bourse-là, il n'y a pas à la CGT ou aux associations de nous dire de partir. Nous sommes assez grands. On a presque la même âge qu'eux. Donc si nous dites maintenant comme aujourd'hui, la CGT a accepté, l'intersyndicale des associations a accepté de travailler avec nous, cela suffit pour libérer la bourse. Je dis non, pour l'instant, même si ça suffit, c'est à nous de penser à ça, c'est pas à eux de mettre ça dans leur tête. Puisque si nous sommes ici, on n'a pas été écoutés au départ. Cette dépôt groupé de dossiers, on avait évoqué ça avec eux. Mais cela n'a pas empêché à ces gens-là de penser à nous. Raison pour laquelle nous avons pensé nécessaire venir ici. Au départ, c'est vrai, il y avait des choses qui se sont passées. Nous, on s'est senti un peu trahis. Je ne reviens pas sur ce qui a été passé, ça remet en cause les choses. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'avancées sur cette occupation aujourd'hui. Puisque nous avons impliqué beaucoup d'organisations associatives qui militent depuis 35 ans. Vous avez entendu Jean-Pierre Allot le dire. Il y a d'autres associations aussi qui existent depuis avant même ça, qui participent à cette commission. Il y avait aussi le Haut Conseil des Maliens. Pourquoi le Haut Conseil des Maliens? Parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, cette occupation, tout le monde n'aura pas son papier ici, dans cette bourse ici. Donc il est très important d'associer les associations d'origine africaine. Ça pourrait nous aider à protéger les occupants jusqu'au traitement du dossier de tout le monde au cas par cas. Vous comprenez? Donc ces gens-là, ils pourront agir au cas où les associations qui nous soutiennent ici, au cas où l'intersyndicale, entre guillemets, n'arrive pas à régler certains problèmes. Donc ces associations seront le relais pour nous auprès de ces pays concernés-là et des ambassadeurs de ces pays en France. Raison pour laquelle nous avons associé le Haut Conseil des Maliens en France à cette commission. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la situation est quoi? Nous, on a proposé beaucoup de choses, mais toutes ces propositions-là ont été rejetées. Mais je me permets de le dire en face de tous les Français qui étaient braves à soutenir ce mouvement-là. Ce n'était pas évident de soutenir un mouvement qui n'est pas soutenu par les associations françaises, par tous les syndicats de la France. C'est difficile. Et les Français qui ont osé à faire ça, je le dis, bravo. Si nous sommes aujourd'hui sur cette table-là, c'est grâce à eux. Ils ont tenu bon, ils nous ont soutenus jusqu'au bout. Aujourd'hui, nous sommes en phase de signer un compromis avec l'intersyndicale et les associations. Et cela, sans eux, on n'arrivera pas à obtenir cela. Donc, nous, ce que nous souhaitons ajouter à cela, c'est que nos camarades, il y a 4 de nos camarades qui ont entamé la grève de la faim depuis le 27 mai. Donc, ils sont au 33e jour de la grève de la faim. On a été clair, hein? Moi je suis prêt à aller en prison hein, pour défaut de papier, à me battre comme il le faut pour obtenir ma régularisation. Mais je ne suis pas prêt de refuser de m'alimenter parce que je suis sans papier. Non. Et la coordination a condamné cela. Mais les gens qui prennent cette décision par désespérance, c'est le désespérance hein, qui a poussé ces gens-là à faire la grève de la faim. Et ils l'ont fait pour ce mouvement-là. Ils n'ont pas fait pour les 4 personnes qui sont en grève. Ils ont fait pour ce mouvement-là. Parce qu'on est lassé, on a été abandonné au départ par toutes les associations et les syndicats. Ils ont pris une attitude d'isolement. Et cette attitude d'isolement
Et aujourd'hui, ils ont compris que c'est le dialogue qui permet de mettre fin à cette situation-là. Donc ces gens-là, ils ont pris cette décision par le souci de désespérance et par le souci que cela peut, le jour venu, être utile à ce mouvement en général. Donc, raison pour laquelle je respecte, nous, les responsables de la coordination 75, nous respectons leurs décisions. Merci bien. Merci Sissoko pour ta clarté. Et puisque tu fais aussi la transition, on va écouter Diallo qui va nous parler de cette grève de la faim. Bonsoir à tout le monde. Je remercie toutes les organisations qui sont là, tous les camarades, toutes les associations qui sont assistés à cette table-là. Vraiment, on est très contents aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le jour qu'on a rentré ici, là, comme il vient de dire, monsieur le coordinateur, nous, presque tout le monde nous a abandonnés. Nous, on a senti que nous sommes tous seuls. Et à part quelques personnes, à part quelques associations, mais aujourd'hui on est nombreux. Et je vous remercie beaucoup. Et à part ça, ce qui concerne la grève de la faim, bon, je vais essayer de vous expliquer un peu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, bon, et Diallo et les autres qui ont fait ça pour trahir le groupe ou pour quelque chose, c'est pas ça. Et la Ligue, ça fait, grève de la faim, ça fait partie de la Ligue. Peut-être à Paris, bon, nous on ne connaît pas bien, mais à Lille, par exemple, ça fait 3 ans successivement, et les lois, chaque année, ils font la grève de la faim. Et cette année, moi j'étais là, et parce que je suis arrêté à Paris, ils m'ont transféré à Lille, j'étais là, j'ai discuté avec beaucoup de camarades qui sont là-bas. Et ces gens-là, ils ont fait beaucoup de grèves de la faim, et ça leur a rapporté beaucoup de choses. Ce n'est pas uniquement les grévistes. Ça concerne à tous les gens qui sont dans la lutte. Même en dehors de la lutte. Les grèves de la faim de l'île, ça donne beaucoup de choses sans papier. Lorsqu'on a occupé l'église de Saint-Denis-Basilique, moi je suis là-dedans. Le moment qu'on est sorti, il y a 7 personnes qui ont fait la grève de la faim, 42 rue de la Brasserie. Il y a 6 personnes qui sont régularisées. Et plus les autres membres de coordination 93. Il y a des gens qui sont là, qui sont au courant. Donc, la grève de la faim, il y a beaucoup de sans-papiers qui le font. Même actuellement en 92, il y a 18 personnes qui ont commencé là-bas. Et il y a des gens qui sont au courant. Donc je pense que ce n'est pas une contradiction avec la lutte. Mais de la grève, ce n'est pas comme une action d'occupation. Ce n'est pas comme une action de manifestation. C'est une décision personnelle. Si tous les sans-papiers sont compris et ensemble, ça peut faire image. Mais si quelques personnes qui ont pris la décision par le découragement, par désintérêt, si les autres le suivent, peut-être le mouvement ça va prendre de bonnes ampleurs. Parce que grève la faim, tout le monde, c'est dit que c'est interdit. Mais si c'est interdit, personne ne peut dire de quelqu'un de le faire. Et chacun doit penser à ça. Et si quelqu'un qui n'a pas pensé à ça, ce n'est pas une chose grave. Pour moi,
Je ne suis pas contre personne. Je suis là pour tout le monde. Grève la faim, ça fait partie de la Ligue. Je pense que ma grève, avec les camarades qui sont de la grève avec moi, nous sommes le même idée que les autres sans papier. Et nous, on luttons pour la même cause. Et nous, on luttons pour la même protection. Parce que nous, on avait ici, ça fait 3 semaines, il n'y a pas de réunion, c'est entre nous avec la GGT. Et tous les jours, nous, on apprend des rumeurs, demain, vous allez faire excuser. Et le lundi, on a eu beaucoup de rumeurs comme ça. Et avec tout ça là, c'est ça qui nous poussait de faire la grève de la faim. Donc, je vous remercie. Je pense que la liste continue. Bonjour à tous et à toutes. Bon, enfin, je suis sans papier, comme tout le monde d'ailleurs. Je suis là tout simplement pour avoir un titre ce jour, pour pouvoir travailler, pour vivre dignement sur le territoire français. Parce que c'est vrai que on est là depuis des années, c'est vrai qu'on travaille, mais comment on travaille? Il faut savoir travailler comment, dans quelles conditions. C'est vrai qu'on est payé, mais payé comment? Puis je ne vois pas pourquoi, si nous on travaille, on cotise, on paye les impôts, je ne sais pas moi, c'est-à-dire on rend service aux Français et on rend service à nous-mêmes, quoi. Je ne vois pas pourquoi on n'est pas bien financé. Je ne vois pas pourquoi l'État refuse de nous entendre, quoi. Parce qu'ils disent on a besoin des travailleurs, mais on est là. Mais pourquoi ils vont chercher des travailleurs ailleurs et expulser des gens qui sont là? C'est quand même anormal. Bravo! Et puis écoutez, on est... Je pense que c'est plus facile à quelqu'un qui est là depuis des années et des années, qui est déjà intégré, qui a des enfants, peut-être, je dis bien peut-être parce qu'on n'est pas tous en famille, qui sont nés sur le territoire, donc qui sont français. Je pense que c'est plus facile à quelqu'un comme ça de travailler et de donner. Pourquoi on va aller chercher quelqu'un ailleurs et on va lui faire apprendre la langue française peut-être, on va lui faire apprendre les habitudes des Français. Et nous, on est, voilà, par exemple, où se trouve l'opéra, ou bien comment prendre le métro, ou bien, je sais pas, comment communiquer. Et nous, quand c'est tout ça, on nous expulse. Et on nous cherche partout, et on travaille, on a la peur au ventre. Les enfants, ils rentrent de l'école, ils disent « Ah non, aujourd'hui, ils m'ont dit que je suis sans papier. » Qu'est-ce que ça veut dire, maman, sans papier? Imaginez-vous, qu'est-ce que je dois répondre à mon fils qui vient de l'école, qui me dit « Maman, qu'est-ce que ça veut dire sans papier ?» Je dois lui dire, ah mon fils, quand il y a un Français, il est sans papier. Voilà. Mais écoutez, vous les Français, répondez-moi s'il vous plaît, parce que je ne comprends plus. Voilà. Bon, merci à tous les Français d'ailleurs qui nous soutiennent ici. J'ai oublié de le dire. Parce que, enfin, ça c'est le point de vue du gouvernement, de l'État peut-être, mais je suis certaine que ce n'est pas le point de vue de tous les Français. D'ailleurs, si je lance un appel aujourd'hui, je lance un appel aux Français pour dire leur point de vue, quoi. Pour parler. Parce que je sais qu'au fond des Français, il y a pas mal d'entre eux qui ne sont pas d'accord. J'ai des voisins, j'ai des amis, je suis déléguée parent d'élèves, j'ai des copains avec moi dans le conseil d'école et tout ça. Ils ne sont pas d'accord. Mais il faut le dire. Il faut le dire. Vous les Français, vous avez le droit de parler. Bon, peut-être nous pas. Malgré ça, on part. On est là. Et on y reste. On est là et on y reste. On est terminé plus que le premier jour. Je suis ému. Pourquoi je suis ému? Parce que je vois des gens qui sont assis ici dans la grande salle de la Bourse du Travail. Uniquement pourquoi? C'est pour avoir quelque chose. C'est quoi la chose? Ce sont les papiers. Les papiers, c'est quoi? On dit que nous sommes des sans-papiers.
mais je suis vraiment désolé, nous ne sommes pas des sans-papiers. Peut-être le mot, eux, ils peuvent l'utiliser, les autorités françaises. Mais tout un chacun ici a son propre papier d'origine, de son pays d'origine. C'est vraiment triste aussi de voir tous ces gens-là qui sont assis et qui peuvent s'occuper de leurs activités. Mais je pense que c'est tous ces gens qui sont assis là, ils sont prisonniers d'un événement qu'ils n'avaient pas souhaité avant de venir ici en Europe. Parce que, pourquoi je dis cela? En me basant sur l'article 13 de la Convention des droits de l'homme, qui dit que toute personne a la libre circulation, a la libre priorité de circuler dans un pays d'accueil. Par exemple, moi, je peux quitter dans mon pays d'origine, venir librement chercher du boulot, ou bien chercher de l'intelligence, ou bien chercher quelque chose et faire des mouvements, des trajets et des trajets. Mais tel n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous occupons la bourse du travail, ça fait 58 jours. Mais tous ces gens-là qui sont là, à savoir des enfants de bas âge, à savoir des vieux hommes, à savoir des vieilles femmes, à savoir de braves hommes qui sont là, nuit et jour, qui ne peuvent même pas dormir, uniquement pour une simple chose. La simple chose, c'est quoi? Ce sont les papiers. C'est vraiment lamentable. Peut-être, la discussion va commencer, on va entrer dans les détails des choses. Je remercie les gens qui sont là, qui nous ont invités, parce que toute chose a un effet. Pourquoi je dis cela? Au début, nous ne nous étions pas entendus. Au début, nous ne nous étions pas écoutés. Les médias, la presse, qui peuvent nous permettre, pour que les gens, les autorités puissent entendre notre voix, on les remercie à 1000 voix. Je pense que cette émission, c'est une émission très importante. Et je dis à tout le monde d'écouter dans la plus grande discipline ce que nous sommes en train de faire. Et ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas uniquement pour nous. Nous avons nos petits frères qui sont là-bas, en Afrique, en Asie, dans le Maghreb. Nous avons peut-être nos enfants qui vont venir. Donc cette lutte-là, ça ne concerne pas les occupants. Mais je pense que le mouvement va commencer. Et je laisse la parole à merci beaucoup. Pendant les mois de janvier, on a été... La CGT et la Convention de 15 nous ont rejoints pour nous dire qu'on doit travailler ensemble. On était d'accord tous. Donc depuis lors, on travaille ensemble. On a commencé par la manifestation de la défense jusqu'à la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, qui est à Puteaux. On a fait des rassemblements ensemble. Ensuite, on a fait des rassemblements ensemble. Donc, chaque fois, on fait des réunions ensemble, on travaille ensemble. Donc, depuis que les piquets de grève ont déclenché, on se réunit encore. Donc, la CGT nous a expliqué comment ils ont fait, avec qui ils ont fait ces piquets de grève. Donc, on était très contents. La régularisation d'un sans-papier, c'est la régularisation de... c'est un sans-papier de moins. On est parti voir le Haut Conseil malien. On a dit, un enfant ne peut être rejeté par tout le monde, mais sauf la famille de sa maman. Nous sommes africains, vous êtes africains, vous ne pouvez pas nous refuser. Ils nous ont tendu la main. C'est pourquoi le Haut Conseil malien est là. Nous sommes très contents, ce n'est pas parce que c'est des Maliens, nous sommes très contents parce qu'ils représentent les Africains. Parce que l'immigration, c'est un phénomène mondial. Être clandestin n'est pas un délit. Malheureusement, la France est en train de diaboliser les sans-papiers. Ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas des voyous. Nous sommes des grands travailleurs. Sarkozy décède parce que les sans-papiers travaillent même chez lui. Pour vous dire, nous sommes braves, nous ne sommes pas... Il ne faut pas que la France nous diabolise. Je remercie particulièrement les Français. La seule chose que je déplore, ce sont les Africains, les Français africains, d'origine africaine, qui ne soutiennent pas les sans-papiers. Je veux parler de nos enfants, je veux parler de nos sœurs, je veux parler de nos filles qui ne soutiennent pas les Africains. Bravo aux Français qui soutiennent les sans-papiers.
La première question que je veux vous poser, je ne comprends pas les sans-papiers qui travaillent nuit et jour, qui gagnent à la sueur de le fond. La police essaie de les prendre, de les rejeter. Et cependant, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui font la débauche, on les voit nuit et jour et la police ne les prend pas, ne les rejette pas. Pourquoi? Je voulais que vous puissiez me répondre à cette question. Merci. Je m'adresse à tous les Français et tous les citoyens qui sont dans l'organisation, que ce soit l'association et les partis politiques. C'est à vous qui dirigez votre pays. Nous sommes là pour travailler. Donc, vous savez bien qu'il y a vous avez besoin de manœuvres. Parce que quand tu vois que Sarkozy dit qu'il va réserver 150 métiers au pays de l'Est, pourtant nous on est là. Nous tous on parle des Français, on a nos métiers. Ben, maintenant, il faut nous censer amener les autres. Donc c'est à vous de réagir maintenant. Ce que moi je vous dis, tout le monde qui travaille, on cotise, ben, on ne sait pas, il n'y a personne qui est délinquant ici ou un voyou ici. Donc pour vous dire qu'en France, toujours on a besoin des Africains ou autres personnalités à travailler en France, au lieu d'aller chercher les autres. Nous-mêmes, on est là d'abord, il faut nous régulariser. C'est qu'on vous dit, les organisateurs, les journalistes et les partis politiques, moi je m'appelle Makalou Sekou. Merci beaucoup. Je représente M. Garo Dougouré, qui est le président du Conseil des Maliens de France. Alors, ce conseil, très brièvement, a une expérience depuis 1992. Alors, je ne vais pas trop tirer la couverture à nous, mais avec les amis français, c'est nous qui avons relogé les Africains de Vincennes, en majorité malienne. Nous avons contribué également à faire réussir la lutte des sans-papiers de Saint-Bernard, vous le savez, avec nos amis français. Et puis, j'en passe au quai de la gare, Opéra, tout récemment Cachan. Alors, mais la question que je voudrais poser, est-ce que nos amis, l'intersyndicale, les associations, parce que moi aussi je suis un professeur, j'enseigne à Montreux au lycée Flora Tristan, dans le 77, je sais qu'il y a le réseau Éducation sans frontières un peu partout, mais ce que je voulais savoir, est-ce que nos amis, puisque moi je suis du côté de nos camarades et parents qui occupent ici, parce que la plupart sont africains, mais le Conseil des Maliens de France est habitué à aider tout le monde aussi. Alors, les Bambara disent Basambi Michef, c'est-à-dire que la lutte peut profiter à même ceux qui n'ont pas lutté. Donc, je voulais poser une question précise. Et pourquoi, ou bien, est-ce que l'intersyndicale, les associations, ont pris contact avec les leaders des luttes passées? Par exemple, Saint-Bernard, c'était uniquement les papiers. Cachan, c'était papier et logement. Parce que l'expérience, ça sert toujours. Alors, je n'apprends rien à l'intersyndicale, je n'apprends rien surtout à la CGT. Je suis un prof de lettres, histoire et géo. Je ne vais pas revenir sur tout le passé. Mais il n'y a que la lutte qui paye. Il faut préciser un certain nombre de choses. D'abord, entre personnes et organisations qui ont les mêmes objectifs et qui ne sont pas du tout des ennemis, on peut avoir des désaccords sur les méthodes et sur les moyens de lutte. C'est aujourd'hui le cas entre la coordination 75 et son occupation de ces lieux et la plupart des associations et des syndicats. Ça ne veut pas dire que les associations et les syndicats ne veulent pas la régularisation des sans-papiers, bien entendu. J'appartiens à l'organisation qui sans doute est la première à avoir demandé la régularisation de tous les sans-papiers. Et ça faisait problème parmi d'autres organisations qui préféraient dire la régularisation des sans-papiers. Donc, nous voulons la régularisation de tous les sans-papiers, et d'ailleurs, pour être sûr qu'il y aurait régularisation de tous les sans-papiers, nous, au GISTI, on milite pour la liberté de circulation, c'est-à-dire la seule chose qui puisse faire que des nouveaux arrivants ne soient pas punis ou ne soient pas condamnés parce qu'ils sont arrivés. Tout à l'heure, tu parlais de l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ça,
c'est bien plus qu'une régularisation. Ça prévoit même que ceux qui arriveront plus tard, ils n'auront pas d'emmerdement. Bon. Ceci dit, je crois que vous, les responsables, les représentants de la coordination 75, vous avez fait une analyse que nous, on ne trouve pas forcément exacte. Pourquoi? Tout à l'heure, on a fait un bref historique de l'histoire de l'immigration. On a rapidement vu qu'on était passé d'une immigration de travail jusque dans les années 70 à immigration zéro, et puis immigration familiale, asile, etc. Mais plus d'immigration de travail depuis les années, début des années 70. Le changement Sarkozy, c'est retour à une immigration de travail, et seulement de travail. Sarkozy, il veut taper sur les familles, sur l'asile, etc. Mais sur le travail, il veut bien entrouvrir la porte aux étrangers dont l'économie française a besoin. Bon, c'est, de notre point de vue, extrêmement condamnable. Pourquoi la CGT intervient tout d'un coup? D'abord, je dirais, ça fait 25 ans ou 30 ans qu'aucune confédération syndicale d'ampleur nationale ne s'engage aux côtés des sans-papiers, que ce soit de tous les sans-papiers ou que ce soit d'une partie des sans-papiers. Il y a des engagements théoriques, philosophiques. Bien sûr que la CGT et d'autres syndicats ont dit les sans-papiers ont raison de protester et ce serait bien qu'ils aient des papiers. Mais du travail concret, de l'engagement concret de la direction des confédérations syndicales, il n'y en a pas eu depuis 25 ou 30 ans. C'est vrai que nous, je crois, et une bonne partie des associations, on espérait ça. On a travaillé à ça même. Et quand c'est arrivé, on s'est dit, c'est un immense progrès. Les sans-papiers ont un allié de poids supplémentaire à leur côté. Alors, la CGT, on peut discuter de ses méthodes. C'est tout à fait clair que on peut critiquer un certain nombre de moyens qu'elle a employés et peut-être qu'elle n'a pas assez consulté les uns et les autres. Mais son engagement nous paraît être un événement dans la lutte des sans-papiers. Alors, ça s'explique. Alors, bien sûr que la CGT, elle utilise sa boîte à outils à elle. C'est-à-dire que elle va pouvoir s'engager là où elle a des syndiqués et là où les syndiqués sont plusieurs. Et bien sûr que ça laisse sur le côté les travailleurs isolés, comme tu le disais, Sissoko, et que c'est très dommage. Alors, ce qu'il faut faire, à notre avis, c'est pas gêner la CGT, c'est plutôt l'aider à développer ce mouvement qu'elle a lancé de façon que ça mette l'État en mauvaise posture pour que toute la question, l'ensemble de la question des sans-papiers et du travail soit posée. Et que, du coup, des centaines de milliers de gens puissent espérer bénéficier du mouvement lancé par la CGT. Alors, on peut ne pas être d'accord avec cette analyse. On peut ne pas être d'accord avec cette analyse, mais je tenais simplement à vous dire quelle est notre analyse et pourquoi nous ne sommes pas totalement d'accord avec vous. Je suis Antoine Lerouchetel du World Socialist Website, c'est un quotidien international qui lutte dans toutes les luttes pour la souverain international. On suit de près les événements en France et nos lecteurs de par le monde suivent de très près cette lutte exemplaire ici qui se passe ici. Alors, je veux dire seulement une chose. Tout d'abord, pour les grévistes de faim, il faut supposer que l'ennemi contre laquelle on fait la grève est une conscience morale. Alors d'abord parce que moi j'ai vu en Angleterre, je suis d'origine anglaise, quand Margaret Thatcher a laissé mourir 12 grévistes de faim irlandais, dont Bobby Sands qui est très connu. Et moi je préfère que les gens restent vivants, pour les gens déterminés et courageux, pour lutter contre cet ennemi et le système qui nous condamne.
Deuxième chose, les histoires qu'on nous a données sur l'histoire des actions contre les immigrés historiques, c'est très bien, mais il y a un côté qui n'a pas été traité, et c'est qu'à chaque fois qu'on a lancé une action contre les immigrés, ça faisait partie d'une action contre toute la classe ouvrière. Il ne faut pas oublier, par exemple, qu'en 1993, quand c'était... comment il s'appelle Pasqua. Non, c'était pas Pasqua. Balladur, il a mis en place des lois contre les immigrés, mais en même temps, il a commencé l'attaque contre les retraites qui ont abouti avec la défaite de la lutte des cheminots l'année dernière. Donc, il faut toujours voir ça dans son contexte et voir que la lutte des immigrés fait partie intégrante de toutes les luttes de la classe ouvrière et pas se laisser diviser. Mon organisation veut absolument dire que nous condamnons absolument la rétention administrative et la tragédie du sans-papier Belkacem Souli, mort d'une crise cardiaque causée par les conditions subies au centre de rétention de Vincennes. Nous condamnons également la chasse aux sorcières menée par les dirigeants UNP qui suggèrent que les actions de solidarité des organisations de soutien aux sans-papiers comme Réseau Éducation sans frontières, en disant que ça a un lien avec l'incendie. Les vrais coupables sont ceux qui mettent les gens qui ne sont pas les criminels dans des situations de désespoir. Et il faut que toute la classe ouvrière française et internationale défende ces organisations contre la chasse aux sorcières du gouvernement. Nous constatons aussi que c'est sous un gouvernement de gauche que les centres de rétention ont été mis en place et que le PS a, comme l'UMP, une politique d'immigration choisie. Les patrons ont besoin d'une main-d'œuvre bon marché, sans droit et corvéable à merci. C'est cela le but de l'immigration choisie. Disposer d'une telle main-d'œuvre est nécessaire pour abaisser le niveau de vie de toute la classe ouvrière en France et en Europe. Les besoins de la compétitivité dans la mondialisation font que c'est nécessaire. Aussi, les guerres néocoloniales qui créent les sans-papiers. Je finis là. Je dis qu'il faut voir ça comme une question politique, comme une question. Le besoin est de s'organiser contre le système qui a amené tous les gens qui sont assis ici à fuir leur pays par les conditions ont été détruites par la mondialisation et le colonialisme. Donc, je voulais répondre à Moussé qui a posé une question, pourquoi la police qui arrête les gens soit qui vont au boulot de tout ça. C'est Moussé. Je pense que on est vraiment... C'est pas fini la colonisation, pourquoi je dis cela? Parce qu'au début c'était l'esclavage. Hier c'était la colonisation. Et que les gens ont beaucoup souffert. Aujourd'hui c'est quoi? C'est l'immigration. Et que les gens souffrent encore. Dans le discours de Sarkozy, bon, peut-être elle a son opinion et peut-être elle a sa liberté d'expression, qui disait dans un discours la France qui se lève tôt. Mais disez-moi, la France qui se lève tôt, c'est qui? C'est nous. Apprendre les Maghrébins, les Africains et les Asiatiques. Et sans oublier l'Amérique latine. Ce sont nous. Mais
À 15h, ils n'ont plus besoin de nous, mais à 6h du matin, à 5h du matin, dans les bouches du métro, on ne voit que des étrangers. Dans les bouches du métro, on ne voit que des étrangers. Mais écoutez, je suis vraiment triste d'évoquer ce problème. Pourquoi je dis cela? Peut-être eux, je dis toujours qu'ils ont leur propre liberté d'expression, les autorités françaises. Oui, je leur soutiens. Il faut soutenir quelqu'un qui a une liberté d'expression. Mais je suis vraiment désolé. Une seule personne du nom de Boléré, je le dis toujours, une seule personne du nom de Mimran au Sénégal, Boléré en Côte d'Ivoire, mais une seule personne qui peut payer plus de 400 000 immigrés en France. 400 000 immigrés, une seule personne qui gagne en Afrique. Sa richesse en Afrique. Ça, vraiment, c'est scandaleux. Ils n'ont pas besoin des gens qui vivent ici. Ils n'ont pas besoin des gens qui prennent de l'argent. Alors que dans la vie, c'est l'immigration qui fait le monde. Nous sommes interdépendants. C'est pas que, sincèrement, c'est la France, c'est l'immigration qui profite de la France. Mais nous sommes interdépendants. Les grandes sociétés en Afrique, c'est qui? Ce sont les Européens qui les occupent. Mais écoutez, mais si la France qui se dit un pays de droits de l'homme, merci beaucoup, qui a comme devise liberté, égalité et fraternité, je pense qu'on doit mettre une croix dans cette devise. Nous, pourquoi je dis cela? Mais il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de liberté. Les gens ne peuvent pas circuler. On a carré ce mot-là dans la devise française. Il n'y a pas d'égalité parce que nos femmes qui travaillent dans beaucoup d'entreprises, dans beaucoup de foyers, nos femmes, elles souffrent. Et ça, c'est vraiment triste. Il n'y a pas d'égalité. Quand on ne parle pas d'égalité, quand on n'a pas de liberté, on ne peut pas parler d'égalité. Et quand on ne parle pas d'égalité plus liberté, il n'y a pas de fraternité. Oui, il n'y a pas de fraternité. Donc, la bourse du travail, on l'occupe. Ça fait 58 jours. Quand je dors, j'entends le cri des enfants. Quand je dors, je vois des gens qui dorment sur des paliers, sur des escaliers. Uniquement pour chercher quelque chose. C'est quoi? C'est le papier. Ça. Ce ne serait pas long, parce qu'il y aura beaucoup d'intervenants. Mais je pense que le mot immigration, dans le discours, le mot immigration, dans le dictionnaire français, le mot immigration, immigré, ça se trouve dans le dictionnaire français, dans la Larousse français. Pourquoi on ne peut pas appeler un Français qui va en Côte d'Ivoire, au Maroc, en Tunisie, au Sénégal, on l'appelle un immigré? C'est pas normal. Mais quand un Sénégalais vient ici, on dit qu'un sans-papier est un immigré. Oui, nous acceptons l'immigration. Mais il faut savoir que dans la composition du gouvernement français, il y a à peu près 60% qui sont d'origine étrangère. 60% de la composition française, a commencé par le président français Sarkozy, a commencé par sa femme. Elle n'est pas française. Sans oublier, avant de passer la parole, un grand parti comme l'UMP, écoutez, un grand parti comme l'UMP qui compose à peu près une dizaine de partis politiques et qui est dirigé par un autre étranger qui s'appelle Patrick Devedjian. Mais écoutez, où va le monde? Où va le monde? Quelqu'un d'origine étrangère arménienne. Je pense que c'est ce que nous faisons. Arrêtons le discours politique pour diaboliser les étrangers, alors que c'est nous qui enfonçons l'économie française. C'est nous qui balayons les routes. C'est nous qui nettoyons partout dans les rues. Donc, il ne faut pas nous diaboliser. À 6h du matin, ils ont besoin de nous, mais à 15h, à 10h, ils n'ont pas besoin de nous. Merci beaucoup. Il y a juste quelque chose que je n'ai pas bien compris. Je ne pense pas que non plus. Quand la coordination 75 va aux préfectures pour demander de poser des dossiers, la préfecture renvoie la coordination vers la CGT. Depuis quand les syndicats
Il étudie le dossier de titre de séjour. Depuis quand ça? C'est-à-dire que l'État n'est pas capable d'étudier le dossier. Voilà, c'est tout, c'est la question. Merci. Mais les syndicats, surtout sur le côté des travailleurs, mais les syndicats ne sont pas des sans-papiers. C'est des gens de sans-papiers. Et si nous sommes là aujourd'hui, si on était entendu par des syndicats, nous ne serons pas là. C'est ce qu'il avait dit. Et nous, on avait tenu 5 réunions avec les syndicats. 5 réunions. Et 5 réunions ont sorti nul. Il n'y a même pas de bonne réponse. Et qu'est-ce qu'elle nous a répondu? Si vous voulez qu'on revienne en arrière, ça ne sert à rien. Nous ne sommes pas trompés de cible. Nous ne sommes pas trompés de cible. Parce qu'on est là aujourd'hui, il y a des gens qui disent oui, ce n'est pas une bonne manière de lire. Mais voici, je vous pose la question, c'est quelle est bonne manière de lire? Nous, on est là. Il y a des gens qui sont là 15 ans, 20 ans. Les syndicats n'ont pas trouvé la solution. Si on est là aujourd'hui, s'il y avait la solution avant de venir ici, nous, on ne sera pas là. Et à la UNIGIS, nous, on a fait beaucoup de réunions ensemble. Et c'est tout le temps, on sait que c'est la solution, mais on n'a pas trouvé la solution. Tout le monde parle de discrimination. Ça, c'est la discrimination totale. Et tu prends les gens qui sont syndiqués. Et tu jettes les gens qui ne sont pas syndiqués. Et ça, c'est la discrimination. Et c'est pour ça qu'on est là. Je pense que les gens, ils doivent comprendre cette occupation. Merci. Les gens qui sont à la bourse ont aussi quitté leur travail, je crois. Est-ce qu'il y a un groupe qui peut nous expliquer ce que ça engage pour quelqu'un qui est ici depuis 2 mois? Oui, nous, on a expliqué que le fait de venir ici pour un sans-papier qui n'est pas soutenu et qui travaille avec des impôts de fiches de paie, la meilleure façon c'est de venir à la bourse ici. Ici, ce que nous risquons, c'est de perdre nos emplois. On ne risque pas d'aller au centre de rétention étant à la bourse ici, contrairement à ce que pensaient beaucoup de syndicats. Le fait de venir ici, on va envoyer les sans-papiers au centre de rétention. Non. Lorsque nous sommes venus, avant de venir ici, on nous a proposé de faire la même chose qu'eux, mais pas avec eux. Mais comment nous, on peut envoyer des sans-papiers en grève? On n'a pas la compétence de faire ça. Si on le fait, et c'est violation de domicile, hein, parce qu'il n'y a que 2 salariés, le patron il peut appeler la police pour arrêter les autres, même si on est soutenu par les syndicats. Hein. Il y a cette possibilité-là, violation de domicile, tout le monde le sait. Donc c'est pour éviter ça, nous sommes venus ici, pour demander soutien aux syndicats et aux associations. Voilà un peu, si, je ne sais pas si vous êtes convaincus. Si. Non, mais ce que je voulais souligner, c'était l'implication personnelle de chaque personne qui est là, parce que j'ai rencontré des gens qui avaient un boulot, effectivement, et qui l'avaient quitté pour cette occupation ici. Oui. Donc, je veux dire que c'est des gens qui sont acculés, et donc, je voulais souligner ça par rapport justement à la truc que c'est pas une bonne façon de lutter. Non, parce que c'est des boulots de merde, c'est facile à trouver si on quitte ici, quoi. Donc, les gens qui travaillent depuis 10-15 ans, les gens qui travaillent depuis 10-15 ans, ils ont déjà essayé tous les moyens, ils n'ont pas trouvé. Donc, la meilleure façon, c'est d'arrêter complètement de travailler. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a proposé à l'intersyndical et les associations. Vous savez, en France, pour régulariser les travailleurs sans papier, ce n'est pas une proposition de loi, hein, ce n'est pas comme la CPE. Si l'intersyndical s'y met à fond et les associations, c'est plus facile en 48 heures de faire bousculer ce gouvernement. Si les moquettes de Sarkozy ne sont pas essuyées en 2 jours là, et toutes les rues de Paris ne sont pas nettoyées, en 2 jours le gouvernement prendra une position. Et l'intersyndical plus les associations, ils ont cette possibilité là. Et nous, on a soutenu pour répondre à Jean-Pierre Allot
que nous, on a soutenu les grèves de la CGT, on n'était pas contre. Et d'ailleurs, depuis le 15, on était présent. Vous comprenez? Nous, on a dit, mais cette politique de régularisation au cas par cas, ça nous met à l'écart parce que nous sommes des travailleurs isolés. Mais soutenez-nous dans ces mêmes combats-là. C'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas occuper leur entreprise font la même chose que nous, mais en complicité avec les syndicats. Et c'est cette réponse-là qu'on n'a pas eue qui nous a poussé à venir ici. Sinon, nous, on a toujours soutenu les grèves depuis le 15 avril. On était dans tous les piquets de grève. Mais ces régularisations nous passent sous le nez, alors que nous sommes là 15-20 ans. Lui, il est là depuis 89. Il a 15 ans de fiche de paie dans le bâtiment. C'est pas normal aujourd'hui, on régularise quelqu'un qui est là, parce qu'il a la chance, il a trouvé son grand frère à Renault, il travaille depuis 1 mois, et il a des fiches de paie. Il est soutenu par la CGT, puisqu'ils sont 80 salariés. Ça, c'est injuste, quoi. Et c'est pour ça que nous aimerions que nous soyons écoutés par tous les Français qui nous attendent aujourd'hui. Merci. On se félicite qu'il y ait autant de monde aujourd'hui, parce que depuis le début, ça n'a pas toujours été le cas. On a toujours été très peu de soutien ici pour soutenir les sans-papiers. Donc c'est heureux qu'aujourd'hui, il y ait du monde. Alors moi, ce qui m'importe, c'est pas de polémiquer, parce qu'on n'est sûrement pas d'accord avec la position par rapport à la CGT, parce que ce qu'il faut voir, c'est le présent, c'est le maintenant. Et maintenant, il y a du monde. Maintenant, on peut entrevoir les choses, et là je rebondirai sur ce qu'a dit Sissoko, on peut entrevoir des choses nouvelles, des axes nouveaux de lutte. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est la lutte. Et c'est le rapport de force. Le rapport de force, c'est aussi l'atout d'un syndicat par rapport au gouvernement. Mais par rapport à un mouvement autonome, et ce mouvement est un mouvement autonome, il y a aussi un rapport de force qui peut être mené, qui peut être exemplaire et qui est d'ailleurs extraordinaire depuis sa naissance, et même historique, je dirais. Et ce rapport de force, croyez-moi, on n'a pas besoin d'ajouts, ou quel que soit, ou d'orgas, etc., pour le mener. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup de monde ici. Donc, c'est-à-dire, ce combat est un combat autonome, avec des gens qui veulent des papiers, des gens qui veulent la liberté de travailler, des gens qui veulent ensemble faire quelque chose, et qui, je l'espère, en se coordonnant, feront quelque chose aujourd'hui. Il suffit maintenant de présenter qu'est-ce qu'on fait. Le problème, c'est qu'il se pose depuis 92, j'ai rentré en France, toute la famille, ils sont là, les papas, les mamans, tout le bordel, ils sont là. Bon, bref. J'ai 20 ans. Maintenant, j'ai 40 ans, j'ai 20 ans, bon, je réfléchis pas, je pense pas, j'ai commis des fautes, j'ai fait des bêtises comme tout le monde. Quand on a 20 ans, on réfléchit pas à l'avenir. J'ai fait de la prison. C'est pas une grande chose, c'est une histoire de 20 mois et malheureusement j'ai l'interdiction. Après, je me suis calmé. En 99, je me suis marié. J'ai une petite fille l'année 2000 et j'ai une autre en 2001 et jusqu'à maintenant, je me bats pour mes papiers. Le problème, c'est que bientôt, ça va faire 20 ans que je suis sur le territoire français. Je travaille, je paye mes impôts, j'ai un contrat CDI. Ça fait 6 ans et demi que je suis dans la même boîte. Je fais la restauration. Et jusqu'à maintenant, je me bats pour ça. Monsieur Sarkozy dit qu'on a supprimé la double peine et finalement, ce n'était pas le cas. Alors maintenant, je ne sais plus c'est quoi ma situation, ma solution. Le problème, c'est que j'ai perdu ma femme, tellement elle en a marre. Elle ne sait pas quand je sors le matin, si je rentre le soir ou pas. Elle, pas de vacances, pas de sortie, toujours on vit sur le stress. On est divorcés. Malheureusement, tout est parti à l'amiable. J'ai perdu mes filles. Tout est parti à l'amiable. J'ai le droit d'un week-end sur j'ai récupéré mes filles. Mon pension alimentaire il est à jour. J'ai payé des 150 €. Monsieur le juge d'enfants, il m'a laissé l'appartement. J'habite dans les Chalem. J'ai pas de papier. Et le contrat il est mon nom. Moi, quand je raconte ça à quelqu'un, il ne me croit pas. Et c'est vrai. J'ai gagné 1571 dans mes fiches de paye. Je paye les impôts 1400 € par mois. L'EDF il est à mon nom. Les quittances des loyers il est à mon nom. Tout il est à mon nom. Et jusqu'à maintenant je me bats. Dernier moment, parce que pour enlever l'interdiction du territoire français, il y a un papier qui vient du ministère de l'Intérieur. Elle s'appelle l'assignation en résidence. J'ai eu la dame la dernière fois, l'assignation en résidence, elle a été rejetée 2 fois. La dernière fois, quand j'ai parlé avec la dame, elle m'a dit, monsieur, il faut que tu sois malade pour qu'on vous donne l'assignation en résidence. J'ai dit, madame, j'ai mes filles qui sont là. Alors, je ne sais plus, c'est quoi ma solution, je ne comprends pas. Je vis
Je sais pas ma solution, quoi. Mes filles sont là, bon, ça fait bientôt 20 ans que je n'ai pas rentré au bled. Et moi, ce qui me fait chier, c'est pas ça, ce qui me fait chier, si on ne sait jamais, j'ai reçu un coup de fil, il me dit quoi, parce que mon père, il est retraité, il fait des allers-retours ici. Maman, elle vit là-bas au bled. Mes 5 frères, ils sont là, tout le monde, ils sont mariés. Mais ce qui me fait chier, si on ne sait jamais, j'ai reçu un coup de fil, il me dit ta maman, elle est décédée, ou ton papa, il est décédé, je ne sais plus c'est quoi ma solution, quoi. Alors, s'il vous plaît, aidez-moi pour trouver la solution. J'ai le droit de vivre avec mes filles sont là. Merci de votre témoignage et on va faire circuler la parole encore. Je comptais répondre à l'intervention de Jean-Pierre Allot en regrettant d'abord je ne regrette pas en soi qu'il soit fait un peu le porte-parole de la CGT. Ce que je regrette, c'est que la direction de la CGT, excusez-moi, je risque de refaire le lapsus plusieurs fois, mais souvent, j'essaierai de dire la direction de la CGT, quand je veux dire la direction de la CGT, ne soit pas présente pour défendre elle-même sa position dans un débat comme celui-ci. Alors, l'intervention de Jean-Pierre Allot pose une question qui est la suivante et qui est une question importante pour la suite de la lutte. Est-ce que la direction de la CGT a effectivement l'intention d'étendre et de renforcer la lutte? Bon, j'aurais des tas d'arguments à donner pour expliquer que j'en doute, mais je voudrais répéter qu'il serait souhaitable que le débat s'oriente beaucoup plus vers comment lutter maintenant. Donc j'arrête là, merci. Donc là, ce que vous avez souligné, monsieur, c'est effectivement le deuxième point fort de cette soirée, c'est les perspectives des luttes actuelles, puisque c'est vraiment l'enjeu. Quelle convergence des luttes qui se mènent ici et là, quelle unité et comment faire? Je suis vraiment très étonnée parce que depuis qu'on parle de ces mouvements, on ne parle pas des femmes. Moi, je suis un exemple parce que j'ai travaillé pendant au moins 3 ans et je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on demande, Sarkozy a dit qu'il faut qu'on s'intègre. Et quand on s'intègre, les patrons licencient parce qu'on n'a pas les papiers. Et quand ils licencient, ils ne vous payent aucune indemnisation. Et quand vous partez au tribunal, on vous dit que vous n'avez pas de papiers. Mais je demande pourquoi est-ce que pour le moment, on a régularisé presque 455 femmes, et 455 hommes. Et les femmes, qu'est-ce qu'on en a fait d'eux? Bon, la dame a dit que pourquoi depuis la régularisation, ça a été je ne sais pas combien d'hommes et sans avoir une femme régularisée, ben, je peux peut-être bien parce qu'elles ne sont pas syndiquées tout simplement. Parce que jusqu'à maintenant, d'après ce que je vois, les régularisations sont plutôt menées par la CGT ou bien par l'intersyndicale. Si elles ne sont pas syndiquées, bon, forcément, elles ne seront pas régularisées. Mais les femmes qui sont ici avec nous dans la coordination 75, eh ben, elles seront régularisées comme les autres, quoi. C'est-à-dire, on ne va pas faire la différence entre femmes et hommes. D'ailleurs, je suis femme, je me bats ici, je compte avoir mes papiers. Inch'Allah, bien sûr. En l'absence des syndicats, la CGT et d'autres, et des associations en fait, malheureusement ma question va s'adresser à Jean-Pierre Allot. Moi j'ai eu aucun appel de justice pour appeler à une manif devant le centre de rétention, où on a vu pendant des mois ça durait la répression à l'intérieur, où on a vu ce qui s'est passé la semaine dernière. On peut tout à fait regretter que le GISTI n'ait pas été assez présent devant les centres de rétention. Vous pouvez pas en tirer la conclusion que le GISTI est favorable aux expulsions aux centres de rétention. Simplement, on ne peut pas tout faire. Il me paraît plus important de répondre à votre intervention, Fatma, à propos des femmes. Simplement pour dire que quand même, dans le mouvement de grève sur les lieux de travail, pas celui-là, et ben les leaders de ce mouvement, ils ont pensé aux femmes avec des contrats de travail précaires, dont ils savent qu'elles sont dans une situation particulièrement délicate,
Et pour ça, il y a 100 femmes qui sont défendues au même titre que les hommes, précisément pour que, au cas où on obtiendrait dans cette bagarre une victoire beaucoup plus large, en termes de modification des règles ou de circulaires, enfin, on ne sait pas trop, les femmes travailleuses, en particulier à domicile, ne soient pas oubliées. Parce que, pour tout le monde, c'est une question complètement capitale. Excusez-moi, monsieur, je peux juste une question. Et est-ce que parmi ces 100 femmes, il y en a des femmes qui étaient régularisées? Pour l'instant, pas encore. Pas encore. Pourquoi? Je serai très bref. Est-ce que le GISTI, est-ce que la CGT, est-ce que les différentes organisations qui soutiennent les sans-papiers, mais qui ne sont pas des sans-papiers, sont encore à l'écoute de la base? C'est la question que je pose. La base, c'est vous tous. Je ne suis pas sûr. J'ai été 20 ans délégué syndical dans une grande entreprise qui s'appelle Eiffage, entreprise de construction. J'ai monté le syndicat de la SAE, qui est devenu ensuite Eiffage. Je fais partie aussi du correspondant GISTI. Je suis juriste. Mais la question que je me pose, devant les organisations bien implantées, qui ont le haut du pavé, est-ce qu'ils ne sont pas en train de décoller de la base? La question est posée brutalement, c'est ma question. Voilà. Je m'appelle Daniel, je suis dans la Sorbonne juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, je pense que c'est quand les sans-papiers ils se mettent à lutter eux-mêmes par le rapport de force, qu'ils arrivent à se rappeler à la direction des organisations. Donc on va tous se féliciter que la CGT s'investisse dans le mouvement sans-papiers, mais c'est d'autant mieux s'ils s'investissent en défendant tous les sans-papiers. Voilà, donc c'est ça que vous êtes en train de gagner, c'est à votre honneur. Et alors moi, c'est juste une remarque que je me suis fait à un moment au niveau de l'historique, de me dire, le projet européen de Sarkozy de refuser les travailleurs qui sont ici, et qui pour la plupart quand même viennent d'Afrique, et les remplacer par des travailleurs qui viennent de l'Europe de l'Est, je me demande pas derrière s'il n'y a pas une sorte de vision d'une Europe blanche, et s'il n'y a pas un projet raciste, mais énorme, et qui se présente comme ayant pris conscience d'arrêter d'opprimer les Juifs, et à la suite de ça, il continue à opprimer les Noirs, les Arabes, ou les non-chrétiens, ou les non-blancs. Donc en fait, c'est très partiel comme remise en question, et c'est complètement insuffisant. Et je pense que des débats, des actions comme ça, où on est tous ensemble à se battre, ben c'est la solution pour éviter que ce qui se passe, et qui rappelle vraiment, je le dis encore, franchement, comment la France a collaboré avec les nazis avant, et ben ça s'arrête, et qu'on fasse vraiment complètement autre chose, quoi. Bonjour, moi je m'appelle Alexia. Je voulais juste dire aux sans-papiers que si tous les sans-papiers s'unissaient et allaient plutôt occuper les ambassades de leur pays pour essayer de se faire entendre par les gouvernements de leur pays pour qu'enfin ils puissent obtenir une régularisation. Parce que je ne sais pas si vous avez réfléchi à un moment, si tous les Français qui étaient dans nos pays, on leur demandait un seul instant pour rester au Sénégal ou au Mali d'avoir la nationalité, est-ce que vous pensez que Sarkozy laisserait faire le président du Sénégal ou le président du Mali en lui disant bon bah t'as demandé aux Français d'être au Sénégalais, bah c'est pas grave, ils vont quand même rester. Je pense que d'un côté, si les Français qui étaient au Sénégal subissent la même chose que nous, Sarkozy va vite réagir et tout de suite notre président va céder. Si les Africains s'unissaient et allaient dans les ambassades de leur pays, mettaient un coup de pression à leur gouvernement, je pense que tout de suite vous obtiendrez quelque chose. Vous avez un exemple tout bête, il y a 2 Gabonais qui ont été expulsés il y a 2-3 mois, et vous avez le président du Gabon qui a pris 1000 personnes qui travaillaient pour ELF, qui les a mis dans un avion, retour direct pour la France. Et bien dites-vous bien que 48 heures plus tard, ces Gabonais qui ont été expulsés ont été rapatriés en France, ils ont eu un logement. Je dis répondre un peu à l'autre question là. Les Gabonais avec des Nord-Africains, il y a une différence un peu quand même. Par exemple, on garde les problèmes qui passent à Tchad.
Pour le Gabon, c'est un pays qui, le pétrole, avec le Sénégal, il y a une vraie différence. Le pays d'Afrique, jusqu'à maintenant, peut-être, c'est un gouverneur qui est en Afrique de l'Ouest. En Afrique centrale, ça n'a pas pareil. Merci. Moi, je tiens à remercier à tous les soutiens qui sont dans les salles, qui nous ont soutenus depuis, je vais dire, longtemps. Et je remercie aussi les femmes qui sont avec nous tous les jours. Et les enfants aussi qui se sont accrochés à leur maman, ici au bourse de travail. Et quand on dit l'immigration choisie en France, je ne parle pas toute l'Europe, je dis en France, c'est des gens qui ne connaissent pas l'histoire de la France. Nous, quand on dit les Africains, on est trop forts. Excusez-moi, vous les Français qui sont présents, mais nous, quand on était aux premières lignes, les Français étaient au centre de rétention. Nous, on sortait pour défendre les Français. Et ceux qui parlent de la France, ceux qui choisissent les migrés, eh bien, ce sont des gens qui ne connaissent pas la France, qui chantent pour choisir les migrés, mais ils ne savent pas c'est quoi les migrations choisies. On nous a choisis avant aujourd'hui. On était au premier choisi. Les migrations choisies, oui, on est tous d'accord. Et ceux qui disent j'aime la France, oui, on a aimé la France avant lui d'abord. Nos grands-parents, ils sont morts ici. Ils sont tous fait tuer ici. On était là avant lui qui choisit le migré. Et je vous remercie. Dernièrement, la coordination 75 a réuni les collectifs d'Île-de-France et même des provinces pour faire en sorte que la brèche ouverte par la CGT puisse s'élargir et que nous tous sans papier, nous puissions nous engouffrer là-dedans. Et c'était dans le 19e. Nous avons convenu donc de faire en sorte évidemment qu'il y ait le maximum de piquets de grève du genre de la bourse du travail dans toute la France, afin que ce gouvernement-là recule. Et actuellement, le gouvernement est sur la défensive. On ne parle plus des 150 métiers, ni des 30 métiers dévolus aux ressortissants non communautaires. Non, aujourd'hui, on parle de la réalité des contrats. Et ça, c'est une avancée notable. C'est une avancée notable. Et c'est pourquoi je dis à quelqu'un tout à l'heure qui posait la question de savoir si les Français allaient nous soutenir à fond. Moi, j'ai dit qu'il faut compter sur ses propres forces. Rappelez-vous en 2005, lorsque le gouvernement de Villepin est passé en force avec le 49.3, par rapport au CPE, les étudiants ne sont pas allés toquer aux portes de la FSU pour demander soutien. Non, ils sont sortis dans la rue en masse et ils ont fait plier ce gouvernement. Nous étions là, nous aussi, les sans-papiers, pour soutenir ce mouvement. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Au départ de cette occupation, nous avons entendu beaucoup de gens dire « Vous vous êtes trompés de cible ». Nous n'avons pas écouté. Nous sommes restés, nous sommes déterminés. Et aujourd'hui, on est en train d'être rejoints par beaucoup de personnes qui au départ n'étaient pas réceptifs à ce mouvement. Et ça, c'est une avancée aussi notable à souligner. Donc, les convergences, évidemment, elles sont en cours. Elles ne sont pas au stade du balbutiement. Non, nous sommes en train d'aller sur un terrain tel que il va arriver un moment où le gouvernement, lorsqu'il sera assailli de toutes parts, par des occupations, de toutes sortes, par des occupations sauvages, je vais dire ce mot-là, eh bien, le gouvernement, il va reculer. Et on n'a aucune raison de baisser les bras. Nous ne sommes plus à un stade où les sans-papiers avaient peur de montrer le bout du nez. Ça, c'est révolu. Nous sortons dans la rue, nous sommes encadrés par les policiers. Donc, on n'a aucune raison d'avoir peur. Ils savent où nous sommes. Nous n'avons plus peur. Donc, ce combat-là, nous le mènerons le jour où nous sortirons d'ici, parce que nous ne sommes pas appelés non plus à rester éternellement ici. Ce combat, on va le mener sur un autre terrain. Le jour où on aura satisfaction ici. Mais sachez-le, la première force sur laquelle il faut compter, c'est nous-mêmes. Les autres viendront en appoint. Comptons sur nos propres forces. C'est lorsque les autres seront convaincus. C'est lorsque les autres seront convaincus. Et quand je dis les autres, je fais évidemment allusion aux Français, mais aux non-Français. La preuve est là, nous avons des journalistes qui ne sont pas français, qui sont représentants d'organes de presse étrangers. Donc ils ont cru à la justesse de ce combat.
Donc quand les autres aussi réaliseront la justesse de ce combat-là, ils viendront nous rejoindre. On fera en sorte que ce mouvement-là puisse aller de l'avant, afin que le gouvernement donne satisfaction. Mais il ne le fera pas de gaieté de cœur. Hein. Il ne le fera pas de gaieté de cœur. Ne soyons pas dupes. Alors c'est ensemble, encore une fois, qu'on va gagner ce combat. Quelque part pour répondre au monsieur qui demandait une réponse à sa situation. Il faut savoir qu'ici, on n'a pas une solution toute faite. Hein. Évidemment, la coordination 75 est très sensible à ce cas de figure. Et tu n'es pas le seul dans cette situation. Parmi nous ici, il y a beaucoup de gens qui sont dans le même cas de figure. Sinon pire. Alors maintenant, vous avez rejoint un mouvement fort. Sachez que vous n'êtes plus seul actuellement. Vous pouvez compter sur la coordination 75. Parmi les gens qui sont présents, si ça se trouve que des personnes ont les ressources nécessaires pour nous donner un coup de main dans le cadre de faire sauter cette interdiction du territoire, eh bien nous accueillons favorablement les propositions qui vont dans ce sens. Mais d'ores et déjà, sachez que la coordination 75 vous attend. Dès la fin de cette réunion, vous serez en contact avec nous et on verra ensemble ce qu'il faut faire. Mais ça ne s'arrête pas à vous tout seul. Hein. Les personnes qui sont là et qui viennent de rejoindre ce mouvement-là, sachez que vous pouvez compter sur la solidarité de ceux de la coordination 75. Mais ce n'est pas une solidarité. Ça n'est pas une solidarité, ce n'est pas une solidarité vaine. Ça doit se concrétiser sur le terrain. Lorsque nous disons solidarité, nous parlons de combat sur le terrain. Voilà, je vous remercie. Quand je me tourne et que je vois la salle, je ne vois pas beaucoup de représentants de toutes les personnes que j'ai invitées à venir. Et je me pose la question. Si on parle exactement comme monsieur parle de solidarité, on reproche à ce gouvernement un manque de solidarité et de fraternité. Mais nous-mêmes, au sein des associations, je constate qu'on n'est même pas là, on n'est même pas présent. Où est-ce qu'elle est déjà cette solidarité au sein des organisations qui s'occupent exactement de cette lutte? Regardez, c'est vide. Où sont-ils? Très peu. Donc, cela veut dire, est-ce qu'on doit simplement compter sur nous aujourd'hui? Sur nous-mêmes, sur nos propres forces? C'est une question que je me pose. Où sont-ils? Puisque, alors, dans ce cas-là, ça veut dire que vous êtes pris en otage pour que ces associations continuent à se pérenniser, eux, dans leur, je ne sais pas, dans leurs propres enjeux à eux, dans leur propre chapelle, dans leur propre discours, je ne sais pas, dans leur propre... Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait de cette lutte-là? Je me pose la question, je ne sais pas. Si quelqu'un peut me répondre, où sont-ils? Où sont-ils? Je ne peux être que d'accord avec ce qui vient d'être dit, aussi bien ici que là. Parce qu'on constate une chose. On constate qu'il y a un mouvement que je considère comme historique. On n'avait jamais vu 4 branches d'industrie se mettre en grève en même temps depuis 1968. Et ça, c'est un fait historique. Deuxième point. On n'avait jamais vu en France des boîtes d'intérim se mettre en grève. Ça y est, c'est fait grâce à vous sans papier. Et moi, travailleur français, je vous en remercie. On n'avait jamais vu de CRA qui cramait, de camps de concentration qui cramaient. Eh bien, vous, tout seul, vous l'avez fait. Eh bien, je vous en remercie. Et je souhaite qu'ils crament tous. Vous êtes une puissance, vous êtes une force. Et vous le démontrez quand vous vous organisez vous-même, sans compter sur un tel ou un tel. Est-ce que c'est la CGT qui va vous donner des leçons? Monsieur Chauveau, qu'est-ce qu'il en connaît des grèves, à part celles des autres? Moi, je voudrais le savoir. Moi, j'ai été délégué syndical. Je suis viré de la CGT depuis 1978. Et j'en suis fier, parce qu'il y a à être fier de ne plus être dans un syndicat qui collabore avec l'État, contre les sans-papiers. Il faut dire ce qu'il y ait, il faut arrêter la langue de bois. Alors je dis vive le combat sans-papiers pour la régularisation de tous, qu'ils soient travailleurs, non-travailleurs, malades, bien portants, hommes, femmes. Je vous remercie infiniment de votre courage, hommes et femmes et enfants. Nous sommes forts, c'est pour ça que nous sommes là. Vous étiez forts depuis avant, comme il avait dit votre collègue tout à l'heure.
Ils ont essayé de mettre une mire pour que les émigrés ne rentrent pas en Europe. Ils leur répondaient la question eux-mêmes. Ils ont dit que même si je mets une mire jusqu'au ciel, on ne passera. Battons-nous, on a la force, unissons-nous, on obtiendra ce qu'on voulait. Si, comment dirais-je, les soutiens, ils sont là parce qu'ils ont vu qu'on a du courage. Si nous n'avons pas de courage, ils ne seront pas là aujourd'hui. Il ne faut pas décourager. Nous sommes français à 100%, parce qu'ils ont dit tout enfant né avant 1960 est français. Il y a 50% parmi nous qui sont nés avant 60. On le sait très bien. Donc combattons-nous dans notre sol. C'est notre pays, c'est notre terre. Et personne ne peut nous chasser comme ça. Mais on fait un appel à notre député. Parce que c'est ce qu'on appelle les présidents en Afrique. Ce ne sont pas des présidents, c'est des députés des conseils. Il ne faut pas qu'on les laisse faire. On leur donne 5 000 francs et voilà, ils signent un accord qui est mal pour eux et pour nous. Parce qu'on est là pour essayer de développer le monde. Ce n'est pas que la France ou que l'Afrique, c'est le monde qu'on est en train de développer. Merci et courage. Bravo. Bravo. Pour répondre à ce que la fille a dit, la CGT a pris contact avec toutes les organisations syndicales, associations, de ne pas soutenir ce mouvement-là. Raison pour laquelle nous sommes seuls. Ça a été fait, hein, c'est clair. Et on la voit par rapport aux gens qui sont ici. Tous ceux qui sont ici, qui viennent nous soutenir, ils s'expliquent d'abord, ah non, je ne suis pas venu dans le cadre de Zisti ou Simad. Je suis venu en tant qu'individuel. On comprend ce qui est par la suite. Et sachez que ce qui est important, le maire du 3e arrondissement, on est entré en contact avec le maire du 3e arrondissement avant qu'il soit contacté par la CGT. Et il nous a promis d'amener du lait, des couches pour les enfants de cette occupation-là. 2 jours après, il a changé d'avis. On a compris qu'il est entré en contact avec M. Thibault ou les responsables de la CGT, raison pour laquelle il a changé d'avis. Si nous sommes seuls, c'est parce que la CGT a donné l'ordre à personne de nous soutenir dans ce mouvement-là. On l'assume, on sait que nous sommes dans le besoin et nous lutterons pour la régularisation des sans-papiers qui sont à la bourse ici. Et nous remercions tous les participants. Merci. Du monde a été contacté parce qu'il y a les grévistes qui en avaient besoin. Médecins du Monde a refusé de venir. Ils ont dû appeler un médecin privé. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Est-ce que la CGT a aussi été contaminée par Médecins du Monde? Non, est-ce que les Médecins du Monde ont été contaminés par la CGT aussi? Parce qu'ils ne sont même pas venus humainement aider les grévistes. Voilà. Est-ce qu'on a pensé au problème de dérogation? Parce que personne n'a répondu concernant l'expérience de Cachan. Eh bien, vous pouvez appeler ton ami qui était le porte-parole de Cachan. C'est nous qui avons demandé la délocalisation du Val-de-Marne à Paris. C'est comme cela que Paris a pu régler le problème de papiers, de régularisation. En ce qui concerne France Terre d'Asile, on a demandé comité de soutien, puisque Cachan n'est pas représenté, puisque notre ami, le porte-parole Fidèle n'est pas là, mais nous avons demandé à ceux qui logent à France Terre d'Asile. Quand ils ont logé à France Terre d'Asile à Créteil, la police ne peut pas pénétrer dans France Terre d'Asile. Bon, même si ici aussi c'est à peu près la même chose, mais il y a une nuance. Alors maintenant, l'étape suivante, il faut qu'on réfléchisse. Personne n'a la solution miracle parce que l'État ne veut pas céder, il va céder. Alors les préfectures ne veulent pas céder, elles vont céder, comme on l'a dit. Mais il faut penser au rôle d'éventuelle recherche d'un médiateur éventuel. Pourquoi pas? Alors est-ce qu'on y a pensé? Parce que l'abbé Pierre n'est pas là, paix à son âme. Alors, certains médiateurs de la République, est-ce qu'ils ont été contactés? Tous les moyens sont bons pour sortir du cercle vicieux. Parce que, alors, on peut tenir encore, oui, je vais être bref, mais il faut penser à la sortie, à l'issue favorable. Donc, alors, voilà, justement. Donc,
Alors pensons au rôle des médiateurs éventuels, pensons aux éventuelles dérogations. Avec nos poids, c'est possible. Merci. Pour les perspectives, moi je pense que dans les semaines à venir, il faut que les contacts soient établis entre les différents collectifs pour essayer de fixer une date. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire demain ou après-demain? Parce que seule l'unité du mouvement des sans-papiers qui peut payer. Raison pour laquelle la coordination a lancé un appel à tous les collectifs des sans-papiers de bonne volonté qui veulent travailler et essayer vraiment d'obtenir une régularisation massive de tous les sans-papiers. Donc, je comprends l'inquiétude des uns et des autres vraiment concernant le mouvement des sans-papiers. Donc, les grandes associations qui ne sont pas là aujourd'hui, ne vous découragez pas. Nous allons continuer à les contacter parce qu'on a besoin d'eux. Le mouvement n'a pas de frontières. On a besoin d'eux. Ceux qui viennent, tant mieux. Ceux qui ne viennent pas, nous, on va continuer à les contacter. Parce que les sans-papiers ont besoin de soutien de tous bords, sans exception. Donc, vraiment, nous vous remercions infiniment aujourd'hui de votre présence à la Bourse de Travail. Merci. Ce débat, on l'a souhaité avec les gens qui sont là, nos différents invités. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il faut savoir que nous ne sommes pas des malheureux. Les sans-papiers ne sont pas des malheureux. Peut-être que ce sont des oubliés dans la société européenne, particulièrement dans la société française. Mais ça m'a fait un grand plaisir d'avoir à côté de nous des journalistes, médias, télévision, tout cela. Parce que hier, notre voix n'avait pas été entendue. Nous n'étions pas été compris. Et on dit toujours qu'il faut avoir à côté quelqu'un qui pourra te représenter, quelqu'un qui pourra être ton messager. Et je dis merci, alléluia, vous êtes notre bouche. Parce qu'on dit toujours, je soigne et je peux être la bouche des malheureux. Vous êtes la bouche des malheureux aujourd'hui, vous les médias. Vous êtes la bouche des malheureux entre guillemets. Je mets des malheureux entre guillemets. Donc vous êtes la bouche des malheureux pour qu'on soit entendu. Parce que sans communication, les autorités ne peuvent pas nous comprendre. Raison pour laquelle ce débat a été longuement souhaité. Et aujourd'hui, je pense que l'écho sera entendu. L'écho fera un point très important. Donc ce débat est un débat bienvenu. On remercie tous les invités sans oublier personne. Ce n'est que le début. Tout début est difficile. Tout début est difficile. Nous cherchons les papiers. Nous avons besoin des papiers. Pourquoi on a besoin des papiers? C'est pour uniquement être libre, pouvoir travailler, aller voir nos parents. Pendant 20 ans, on n'a pas vu nos papas. Pendant 20 ans, on n'a pas vu nos mamans. Pendant 15 ans, on n'a pas vu nos sœurs et frères. Ça, c'est malheureux. Alors qu'on voit la circulation des marchandises, la circulation des capitaux entre pays et pays, mais on ne peut pas voir la circulation des individus entre pays et pays. Et aujourd'hui, on a fait une remarque. Là où il y a un changement dans un grand pays du monde, comme les États-Unis, là où on voit à l'approche des élections, un noir et un blanc qui sont coude à coude pour la Maison Blanche. Donc je pense que le monde a changé et je dis tout le monde merci beaucoup. Vous êtes la balle dans le temps et que tout le monde ait son papier. Merci beaucoup. La fille aussi qui fait du dessin depuis que nous sommes à la bourse ici, depuis le 2, elle s'appelle Laure. On le remercie beaucoup. Bravo pour ce qu'il fait pour ce mouvement-là. Merci. Pour tous les organisateurs, pour tous les soutiens, pour le 9e collectif, qu'on se donne la main pour l'unité au niveau national, pour que dans les semaines et les mois à venir, que l'unité du mouvement se fasse au niveau national. C'est la clé de la régularisation de tous les sans-papiers et les soutiens viendront.